Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes, émission dédiée à l'actualité européenne et enregistrée ici dans les locaux du Parlement à Bruxelles. Alors on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Marc Tarabella pour évoquer l'un des piliers de la politique communautaire, la politique agricole commune. Donc bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Tarabella. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Alors vous êtes député européen belge, vous êtes affilié au Parti socialiste et vous connaissez bien le sujet qui va nous occuper aujourd'hui car vous êtes membre de l'agriculture et la ruralité, car vous êtes membre de la commission parlementaire justement pour l'agriculture et le développement rural ainsi que membre de la commission spéciale sur la procédure d'autorisation des pesticides de l'Union. On reviendra également sur cette question dans l'émission. Alors Monsieur Tarabella, la PAC, la politique agricole commune, va entamer sa 6e réforme. Est-ce que cette politique lancée au début de l'aventure communautaire, elle est en train finalement de devenir une politique européenne un petit peu comme les autres et de perdre sa dimension singulière qu'elle avait au tout début ? Oui, je répondrai oui malheureusement, parce que la PAC, je l'appellerai moi la PAC, P-A-A-C. J'aimerais qu'on l'appelle politique agricole et alimentaire commune. Sachant que la souveraineté alimentaire, pour moi, reste quelque chose de fondamental comme politique. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les objectifs qu'elle s'est assignés dès 1962, quand elle fut créée, dans l'esprit des pères fondateurs de la PAC, dont Edgar Pisani d'ailleurs, qui nous a quittés il y a 2 ans, mais c'était de faire en sorte qu'on puisse produire de la nourriture en qualité, en quantité suffisante, à un prix abordable, en procurant un revenu aux agriculteurs, en l'assurant. Et ce dernier point, aujourd'hui, n'est plus du tout rencontré. Et quelque part, on est en train de faire en sorte que le revenu soit plus assuré par une série de différentes politiques, que ce soit l'abandon des mécanismes de régulation. Là, on les doit à Michel Rocard, dont il faut saluer aussi la mémoire. En 1984, il a instauré les quotas qui furent décriés au départ, mais qui finalement ont relégitimé la PAC parce que, à une époque, on produisait, on payait, et puis on détruisait ou on stockait. C'était pas très malin. Et après, il a fallu réguler les marchés, c'est-à-dire qu'on produisait en fonction des besoins de l'industrie agroalimentaire, des citoyens. Et c'était vrai pour le lait, c'était vrai pour le sucre et pour toute une série d'autres productions. Et on abandonne ces mécanismes. Mais en même temps, on ouvre nos marchés, mais tous les marchés, y compris des denrées premières, comme le lait par exemple. Et ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a une politique d'échange qui ne tient pas compte du respect qu'on devrait avoir et d'une stratégie ou de protection, et je ne parle pas de protectionnisme, mais de protection de certains secteurs. Je prends un exemple, sans m'éloigner trop, mais quand on négocie l'accord CETA avec le Canada, moi j'ai voté contre. Pourquoi ? Parce que le Canada a l'intelligence de protéger son secteur laitier. Il ne laisse pas rentrer du lait d'aucune autre partie du monde. Et ils ont raison parce qu'ils ont le mécanisme le plus protecteur au monde, qui procure un prix payé à l'agriculteur 2 fois supérieur à celui qui est payé aux agriculteurs européens. Et il n'y a pas de surplus, et il y a un office public qui conduit le lait dans les laiteries. Au niveau européen, on ne fait pas ça du tout. On accepte le lait de partout, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, il y a le marché mondial. Ça fait plonger les prix. Et les agriculteurs se trouvent fort démunis. Et les aides européennes ne sont plus liées à la réalité économique de l'agriculture. Je sais qu'on ne peut plus subsidier la production, c'est vrai. On a appelé ce qu'on appelle le découplage des aides dès 2003. Mais à tout le moins, il faudrait pouvoir tenir compte de la réalité économique des agriculteurs. Tous les secteurs ne se ressemblent pas, même si aujourd'hui, quand on pense à 2017, ça a été une année très mauvaise. Aussi pour les céréaliers, qui quand même ne sont pas ceux qui doivent se plaindre en premier, mais 2017 n'a pas été une bonne année. Les cours du blé n'étaient pas très élevés, que du contraire, ils étaient bas. Les laitiers, les éleveurs, les laitiers, la viande, tous les secteurs sont mis en difficulté par une incohérence de nos politiques qui ne tiennent plus compte de cette nécessité de rémunérer correctement le pourcent de la population dans une série de pays développés. En France, c'est peut-être un peu plus, parce qu'il y a aussi la viticulture, il y a aussi des productions de très grande qualité dans certaines régions, à haute valeur ajoutée. Mais on a transféré, enfin quand on retourne 50 ans en arrière, on a transféré où il y avait peut-être 20-30% de la population active en agriculture. Aujourd'hui, on a transféré vers 1,5-2% de la population le soin de produire l'essentiel de notre nourriture. Et on ne respecte pas ces gens-là. Et donc, quelque part, là, je pense vraiment qu'on doit faire une analyse critique et essayer de changer de paradigme et de mode d'existence de la PAC. Et aujourd'hui, comme vous le soulignez, c'est difficile, parce que pour avoir un accord à 28 pays autour de la table, les gouvernements, pour se mettre d'accord, font des compromis
où on lâche beaucoup trop de lest vers les États membres. Je sais que tout ne doit pas se décider à Bruxelles, mais les principes généraux devraient se décider au niveau européen, quitte à ce que les pays puissent avoir une latitude d'action en fonction de la diversité de leur territoire. Mais malheureusement, on assiste aujourd'hui à ce qu'on peut appeler une renationalisation de la PAC. Et ça, c'est évidemment regrettable. Alors justement, on va en parler. Vous parlez de changer de paradigme, d'adapter, d'épouster un petit peu cette politique agricole commune. Il y a la Commission européenne justement qui a proposé trois visions pour cette politique agricole commune dans les années et les décennies à venir. Est-ce qu'il y a des bonnes idées dans ces trois visions qui ont été présentées ? Mais malheureusement, oui, il y a des bonnes idées. Ça, on ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de bonnes idées. Mais le problème, c'est qu'il faut passer à l'acte. Et qu'il faut, par exemple, serrer des priorités. Quand on constate que dans le monde agricole aujourd'hui, seuls 6% des agriculteurs et agricultrices ont moins de 35 ans, donc il y a une crise des vocations, eh bien, il faut pouvoir, on le souligne, et d'ailleurs dans la PAC précédente, on avait dit il y a peut-être une partie de l'aide qui va aller vers les plus jeunes agriculteurs, ceux qui s'installent. Très bien, mais ça reste symbolique. Or, c'est un des problèmes que nous connaissons en agriculture, il faudrait pouvoir être plus pragmatique et dire allez, on va aller dans cette direction. On vient d'avoir un rapport il y a très peu de temps, un excellent rapport de notre collègue Jean-Paul Denanot, qui va bientôt raccrocher d'ailleurs. C'est dommage, on va perdre quelqu'un qui est de bon sens sur notre nécessaire indépendance ou en tout cas augmentation, stratégie pour produire des protéines végétales. Parce que nous dépendons beaucoup trop du continent américain, avec le soja notamment, pour nourrir notre bétail. Avoir une stratégie qui puisse profiter d'abord à des régions d'Europe pour d'autres régions d'Europe. Mais on ne le fait pas. Je prends un autre exemple, et je salue une autre institution qui est remarquable, le Comité des régions. Mais le Comité des régions, grâce à un député que je vais bientôt rencontrer parce qu'on ne se connaît pas, il s'appelle Guillaume Cros. Ben, c'est un représentant au Comité des régions, c'est un élu des territoires. Il vient de l'Occitanie. Eh ben, Guillaume Cros a fait un rapport sur la nécessaire régulation des marchés agricoles. Ben, bravo au Comité des régions, ce sont des élus territoriaux, liés au territoire, qui sont capables de prendre cette décision dans une Europe où aujourd'hui, ça devient difficile à imaginer ce genre de règles, et au niveau des gouvernements, et même au niveau du Parlement européen, parce que une majorité encore par trop, je dirais, ultralibérale, et veut laisser la loi du marché jouer. Quand on laisse aller le marché tout seul, ça ne marche pas. Et donc moi, je n'éprouve pas de désappointement, mais presque. Parce qu'il faut vraiment... J'aime bien l'image agricole de prendre le taureau par les cornes, de manière à essayer de changer, effectivement, et de voir quelles sont les priorités et comment on peut faire pour essayer de régler les problèmes. Et ça devient vraiment difficile à faire à 28. Elle est où la grosse ligne? S'il y avait une ligne de fracture à tracer entre les États membres, justement, qui vont décider de l'avenir de cette politique agricole commune, vous la situeriez où? Il y a plusieurs lignes de fracture. Vous savez, il y a beaucoup de clivages en Europe. Il y a le clivage gauche-droite, il y a le clivage est-ouest, nord-sud. Il y a le clivage des pays où finalement, je dirais que la tradition du goût est moins importante que dans nos contrées, comme en France, en Italie, en Belgique, où on aime bien l'agriculture de qualité avec des produits qui ont du goût. C'est moins le cas dans le nord de l'Europe, où on est plus pour une production, je dirais, industrielle. Quand on voit les étables laitières au Danemark ou aux Pays-Bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur nos territoires, et surtout dans les régions comme la Savoie par exemple, ou j'imagine la Normandie, ou que dire dans la région de Nantes, où on a quand même encore une agriculture familiale à taille humaine. Et c'est un peu ça qu'il faut essayer de préserver et privilégier. Or, par les politiques que l'on mène, on ne fait pas tellement ce discernement. Dans les aides que l'on distribue, elles sont très inégalitaires. Il faudrait pouvoir revenir à une distribution plus juste, plus équitable, et qui privilégie, comme on le dit dans le texte, le modèle de ferme à taille humaine, familiale à taille humaine. Essayer de privilégier aussi, on le dit aussi dans le texte, et on le fait par certaines mesures, le verdissement, mais qui est parfois mal perçu parce qu'il est compliqué. Et quand des contrôles surviennent et que le fermier est, j'allais dire, pour prendre en langage cycliste, est contrôlé positif, ça veut dire que c'est négatif pour lui, il ne le sait pas qu'il a enfreint une règle parce qu'elles ne sont pas claires. Et donc c'est peut-être arrivé, comme Stéphane Le Foll le disait avant qu'il soit ministre de l'Agriculture et qu'il était ici, notre collègue, le verdissement c'est fondamental. Bien traiter la couche de 30 cm qui est autour de la terre et qui nourrit tout le monde.
la gestion des sols et des eaux, c'est de faire en sorte qu'avec l'agricultrice et l'agriculteur, on puisse passer de ce qu'il appelait la contrainte au contrat. C'est-à-dire de dire, il y a un objectif à privilégier, c'est mieux traiter, je dirais, l'environnement, mieux être respectueux des sols, utiliser l'eau de manière plus parcimonieuse, mais que ce ne soit pas considéré comme une contrainte. Aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui est verdissement est tellement compliqué que ça est perçu comme une contrainte et donc il n'y a pas une opportunité. Or, c'est un peu vers ce changement, je dirais, d'état d'esprit qu'il faudrait pouvoir aller dans le futur. Alors vous parlez d'aide, hein, et la PAC, effectivement, c'est un système qui permet des subventions aux agriculteurs. Alors on a parfois du mal à comprendre, et les auditeurs, je l'imagine aussi, comment est-ce qu'on arrive à une situation où en fait les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur travail et qu'on est obligé de mettre en place une politique qui subventionne depuis 50 ans? Mais parce qu'on a voulu que la nourriture soit accessible à un prix abordable. Et que quand vous voulez payer quelque chose de qualité qui a un prix, il faut pouvoir le payer aussi, et ce n'est pas nécessairement hyper cher. Mais aujourd'hui, quand une bouteille... je sais qu'une bouteille d'eau est chère à produire, parce que l'eau, il faut protéger les captages, etc. Donc ça n'est pas gratuit, une bouteille d'eau minérale. Enfin, moi, j'utilise l'eau du robinet, hein, c'est la moins chère et de grande qualité. Mais quand une bouteille d'eau est plus chère qu'une bouteille de lait, je me dis que quand même, est-ce que c'est normal? Je me pose la question. Et quand on voit qu'il y a quand même un monde très concentré de la distribution, un monde très concentré de l'industrie agroalimentaire, de plus en plus, et finalement un monde très dispersé qu'est le monde agricole, le monde agricole est en position de faiblesse pour négocier des prix. Finalement, les agriculteurs sont les seuls indépendants qui ne fixent pas le prix de ce qu'ils vendent, et peuvent vendre à perte, c'est les seuls. Ce n'est pas normal. Et il va y avoir d'ailleurs un dossier qui va arriver sur la table du Parlement européen, je vais y prendre une part active, c'est les pratiques commerciales déloyales. Alors évidemment, la grande distribution, ils ne veulent pas qu'on en parle, etc. Mais la pratique commerciale déloyale, c'est que quand on considère que le prix de revient d'un litre de lait, j'entends des versions qui me disent 30, 32, 35 cents, ok, admettons, c'est pas le même pour l'un ni pour l'autre, tout dépend des régions où on est ou de la ferme dans laquelle on est. Mais considérons une moyenne. Mais quand le lait est à 19 cents, ça ne va pas. C'est une pratique déloyale. Donc on devrait pouvoir dire que le prix du lait payé à l'agriculteur ne va jamais en dessous de, admettons, 33 cents. Mais il devrait être supérieur, de toute façon, parce que ça, c'est le prix de revient. Ça veut dire qu'il ne gagne pas sa vie normalement. Et donc les aides européennes, puisque, évidemment, il y a un dumping social, un dumping des prix, dans toute une série de productions. C'est vrai pour le porc, c'est vrai pour la volaille, c'est vrai pour la viande bovine. Entre parenthèses, l'accord Mercosur, là aussi, on n'est pas capable, au niveau européen. C'est avec l'Amérique du Sud. Hein. Oui, c'est avec l'Amérique du Sud. Donc Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Mais qui sont des producteurs de viande et de beaux morceaux de viande, comme on en trouve chez nous. Ben, évidemment, si on ouvre ces marchés, ça veut dire que déjà qu'on doit manger un peu moins de viande, paraît-il, dans nos contrées. Hein. C'est ce qu'on nous dit tout le temps, on nous bassine avec ça. Manger plus de légumes, sans doute vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait encore ouvrir des marchés qui sont déjà fragilisés? Malheureusement, les négociateurs européens ne protègent pas l'agriculture. Ils la négocient en dernier chapitre de tous les accords de libre-échange. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme la variable d'ajustement des autres. Et donc on lâche là-dessus, alors qu'on devrait tenir bon. Les Canadiens, je le rappelle, dans le CETA, ont tenu bon. Et d'autres vont tenir bon. Mais nous, on laisse partir ça. Et je trouve qu'on devrait être beaucoup plus attentif et beaucoup plus cohérent dans une série de politiques, et notamment en parallèle mettre la politique agricole avec celle des échanges, celle du développement aussi, être cohérent. Et sur tous les éléments dont vous parlez, par exemple vendre le lait à perte, etc., sur tous ces éléments, l'Europe elle a des leviers pour agir via cette politique agricole commune? L'Europe pourrait avoir des leviers pour agir, mais le problème c'est qu'elle les a abandonnés. On laisse entrer du lait qui vient de l'extérieur et on abandonne nos mécanismes de régulation. Et on permet aux gens de produire. Bah alors le lait a plongé, hein. Et ce n'est même pas qu'il est hyper erratique, le cours est très peu fluctuant, il est anormalement bas depuis, grosso modo, depuis plus de 2 ans maintenant. Est-ce normal? Non. Donc il faudrait pouvoir réguler. Mais qui veut réguler ici? La majorité des socialistes, les Verts, la gauche unie européenne, mais une fois que vous allez dans les groupes libéraux, chrétiens-démocrates, conservateurs et réformistes, qui sont majoritaires, ben vous allez vers une dérégulation parce qu'on croit encore là que tout au marché est salutaire. Vous savez, quand le commissaire Hogan, personne très sympathique au demeurant, mais quand il vient dire qu'il n'y a pas de crise,
Il a mis longtemps avant d'admettre qu'il y avait une crise dans le marché du lait. Quand il vient nous dire que c'est pas grave, c'est un problème de marché et qu'il va falloir conquérir d'autres marchés, c'est quoi les autres marchés? Est-ce que c'est de l'Afrique dont il parle? Ou des gens comme des multinationales comme Arla, Nestlé, Danone, Lactalis investissent massivement dans l'Afrique de l'Ouest pour amener du lait en poudre dont on ne sait que faire ici et qui va concurrencer le lait des fermiers africains? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Mettre en difficulté d'autres paysans finalement? Ça ne bénéficie pas aux agriculteurs français, ça bénéficie à des multinationales qui de toute façon planquent leur argent dans les paradis fiscaux. Est-ce qu'on s'y retrouve? Non, le citoyen ne s'y retrouve pas. Et la PAC doit évoluer, doit changer, mais elle doit changer de cap, tout simplement. Alors, elle doit changer de cap et justement ce changement de cap, ça inquiète un petit peu les agriculteurs. On a vu notamment en France des mobilisations parce que dans les trois visions de la Commission européenne sur l'avenir de la PAC, ce que j'ai noté, il n'y en a qu'une qui prévoit de maintenir le budget de la PAC dans son état actuel et les deux autres imaginent une baisse du budget qui sera alloué. Oui, ça, les scénarios financiers, on ne peut pas échapper à parler de finances, puisque la PAC, c'est toujours 38% du budget de l'Union européenne, c'est quand même grosso modo 55 milliards d'euros par an, et que le Brexit est là. Et le Brexit, ça va faire 10 milliards de moins dans l'enveloppe européenne. Pas 10 milliards pour la PAC, 10 milliards pour l'ensemble du budget, qui est de grosso modo 135 milliards, 140 milliards. 10 milliards de moins. L'argent, c'est une chose, mais on pourrait très bien faire une PAC plus efficace avec moins d'argent, pas de souci. Il faut juste, alors, prendre des mesures. Par exemple, pour plafonner les aides. On va revenir avec le plafonnement, mais c'est un sujet tabou. On en parle tout le temps et puis on ne l'a jamais vraiment vu venir. Ou alors, on a pu faire, comme dans la réforme précédente, faire la surprime aux premiers hectares, comme l'a fait la France. Et Stéphane Le Foll l'avait plaidé aussi dans ce Parlement, et moi aussi. En Belgique, la Wallonie l'a fait, pas la Flandre. Et donc, c'est de dire, je ne dis pas que ça a été miraculeux, mais au moins c'était une bonne idée de dire, on va surprimer les premiers hectares pour essayer de favoriser les plus petites exploitations. Mais c'est peut-être aussi de faire en sorte, si on passe justement au verdissement comme étant un contrat, une opportunité, c'est de rémunérer ce que l'agriculture et les fermiers et les fermières peuvent apporter à l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, et les rémunérer pour ça, puisque les marchés ne rémunèrent pas. Ce qu'on appelle les biens publics de l'agriculture. Ça semblerait intelligent comme idée. Et puis je le rappelle, re-réguler les marchés. Depuis qu'on a dérégulé, c'est une crise permanente. Mais alors, régulons. On ne peut plus parler de quotas. C'est un mot grossier. Si vous employez quotas, vous faites rire de vous. Malheureusement. Parce que je pense que c'est des mécanismes qui ont eu leur utilité et qui ont prouvé leur efficacité. Et la dérégulation actuelle a été une volonté d'une majorité par trop ultralibérale qui veut déréguler et qui apporte finalement de la précarité généralisée dans le monde agricole. Et c'est peut-être voulu parce que c'est au bénéfice alors des grandes entreprises et agroalimentaires et de la distribution. Et ça, on peut le regretter. Donc, quand je dis changer de cap, les ingrédients, ils sont là. La situation, elle est là. Il faut avoir une volonté politique. Aujourd'hui, elle n'est pas partagée par une majorité, malheureusement. Alors, vous parliez de verdissement, c'est une dimension importante pour ce qui est de l'agriculture, dans le cadre du dérèglement, changement climatique, auquel l'agriculture contribue assez largement, notamment avec les rejets de méthane dus à l'élevage. Est-ce que cette dimension, elle est largement prise en compte dans les nouvelles prospectives? Et là, je me permets de rebondir sur votre propos, vous avez raison. Mais c'est quelle agriculture qui pollue le plus? C'est les élevages industriels. C'est normal que les vaches ruminent et pètent, et puis que ça fait un peu de méthane. Mais quand c'est lié au sol... Un peu beaucoup, apparemment. Comment? Un peu beaucoup, apparemment. Non, mais évidemment, si vous avez une étable où les vaches mangent du soja du Brésil, ou d'Argentine, ou des États-Unis, ne sortent jamais en pâture, des vaches ou des génisses ou des jeunes taureaux, des taurillons, qui sont destinés à l'abattage et qui ne voient jamais le ciel, qui restent dans leur étable, qui produisent des effluents d'élevage dont on ne sait que faire. Très bien. Ça pollue, effectivement. Mais quelqu'un qui a 50 hectares et qui a un nombre de têtes de bétail, donc l'agriculture qui est liée au sol, vous avez 50 hectares, vous avez autant de bêtes. Vous en avez 25, vous avez 2 fois moins de bêtes. Et qui vont en pâture l'été, le printemps, l'été. Et puis alors, quand on gère l'herbe de manière raisonnée, ça peut servir aussi à la base de la nourriture pour l'hiver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas quelques compléments évidemment alimentaires. Ça peut être des pulpes de betteraves sucrières fraîches ou séchées, les tourteaux. Ok, mais ça ne pollue pas. Ça contribue à maintenir l'environnement. Et les prairies permanentes contribuent au maintien de l'environnement. Donc l'élevage intensif pollue. Et moi, je suis prêt à défendre l'idée qu'on ne subsidie plus l'agriculture.
elle n'est pas très utile pour la planète, pour l'environnement. Et on aide ceux qui sont respectueux, je dirais, d'abord du bien-être humain, avant le bien-être animal. Donc ceux qui, à un moment donné, travaillent de manière raisonnée, qui font en sorte que y a du respect pour eux, il y a du respect pour les animaux qui sont leur travail, leur outil principal, les animaux, respect de l'environnement. Aidons cette agriculture et n'aidons plus l'autre. Moi, je suis prêt à défendre ça, hein, quitte à être impopulaire aussi dans ma région, parce qu'il y a aussi un peu d'agriculture hors sol dans ma région. Mais eux sont responsables de la pollution, en tout cas de la partie agricole de la pollution. Pas ceux qui ont une gestion raisonnée par rapport à leur surface disponible. Et donc il y a deux types d'agriculture, celle qui pollue et celle qui est utile à l'environnement. Et celle qui est utile à l'environnement, pour l'instant, c'est quelques petits pourcents de l'agriculture générale. Non, pas vraiment. Un peu plus? Ah oui, parce que la taille d'une ferme en France, il y a quelques années, c'est peut-être aujourd'hui un peu plus important puisqu'il y a une érosion de la population agricole, mais les terres cultivées restent à peu près les mêmes. C'était 55 hectares. C'est exactement la même moyenne qu'en Wallonie. En Flandre, c'est 25. Mais en Wallonie, la partie sud de la Belgique, 55 hectares, c'est quand même une taille familiale. Hein. Vous savez, on n'est pas à des fermes à des 5-10 000 hectares, ou comme on peut en connaître, où il y a des monocultures. Ça, on n'a pas ça en Europe. Ça, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est les États-Unis. C'est l'Australie, peut-être. Chez nous, on n'a pas ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'aide pas assez le modèle familial respectueux, je dirais, de l'environnement. Il y a bien sûr des aides, mais on devrait vraiment le privilégier au détriment de l'autre, et on ne le fait pas. Et aujourd'hui, on aide aussi l'agriculture plus intensive, et je trouve que là, on doit réfléchir à comment mieux distribuer les aides, même si elles sont moins nombreuses. On ne sait pas quel sera le budget pour après 2020. Mais s'il est moins nombreux, il y a moyen de faire mieux avec moins d'argent. Et sur l'ambition que vous revendiquez de peut-être réserver les aides à la fois à des fermes un peu plus raisonnables ou plus familiales, ouais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une lame de fond, c'est quelque chose qui est assez partagé au sein du Parlement, ou alors ça restera longtemps une utopie? Utopie, non. Parce que je crois aussi que des utopies d'aujourd'hui peuvent être des réalités de demain. Et donc la nécessité fera loi, et qu'à un moment, on pourra décider de changer notre manière de distribuer les aides de manière plus efficace. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un combat lent, long, ardu, parce que quand on a même une majorité au sein du Parlement, il y a aussi les gouvernements. Et les gouvernements, aujourd'hui, montrent une incapacité à s'entendre. C'est davantage une juxtaposition d'intérêts nationaux. Et quand il faut décider et que ça fasse un peu mal, alors ils disent rien, on décide là-bas, et puis on dit c'est de la faute de Bruxelles quand on retourne dans sa capitale. Et c'est pour ça que l'Europe est mal vue. Mais je répète que c'est davantage à cause des gouvernants nationaux, de l'ensemble des premiers ministres et des chefs de gouvernement ou des ministres fonctionnels, ou alors ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et pour se mettre d'accord, on laisse une latitude tellement grande aux États membres que la PAC n'a plus vraiment cette essence, cette émanation, n'est plus cette émanation européenne de politique supranationale. Et c'est pour ça que le risque de renationalisation de la PAC est aujourd'hui plus important que jamais, malheureusement. Justement, vous parliez de cette Europe diverse, notamment au niveau agricole. Est-ce qu'il y a des pays d'Europe qui pourraient être inspirants pour d'autres, où les jeunes, notamment, retournent créer des fermes, des exploitations raisonnables? Mais je crois que la France est un pays qui est intéressant. Je ne dis pas ça parce que vous êtes basé à Nantes, mais il y a quand même une série de productions de qualité. On a misé sur la haute qualité. Il y a des appellations qui font que, au travers de coopératives de producteurs, il peut y avoir une rémunération plus correcte des producteurs et des fermiers. Bon, l'appellation Comté, par exemple, voilà, je crois que c'est 2500 producteurs. Aller vers une plus grande valeur ajoutée est garant de qualité et d'une rémunération meilleure. Si vous produisez du lait de base, vous êtes foutu. Et malheureusement, ma région, où il y a aussi beaucoup de qualité, en Wallonie, malheureusement, les laiteries ont été peut-être moins créatives. Et elles font du lait en poudre, du lait de consommation, du beurre, qui sont des produits à faible valeur ajoutée, et donc qui sont d'autant plus tributaires du prix mondial. Et quand le prix est bas, ça crée vraiment plus de drames encore chez nous qu'ailleurs. Mais la Belgique est très similaire malgré tout à la France. On a moins d'appellations d'origine contrôlée. Malheureusement, c'est un des défauts que nous avons.
C'est qu'à côté de du caractère exemplaire que montre la France, l'Italie par rapport à ces appellations, la Belgique a encore pas mal de chemin à faire, mais on a quand même une conception qui est multifonctionnelle de l'agriculture et qui est quand même similaire. Les pays du Nord, c'est pas ça. Hein. Les pays du Nord, c'est l'hyperproductivité. J'ai cité le Danemark et les Pays-Bas, par exemple. Voilà, c'est un modèle. L'Allemagne aussi, c'est aussi un peu dans ce style. Ça dépend des régions. L'Autriche est intéressante parce que tout le monde ne va pas faire bio. Mais le bio est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un business qui est en pleine croissance. Le business du bio aujourd'hui, c'est entre 22 et 25 milliards d'euros annuels. Et on ne produit pas assez. Donc il faut importer du bio qui vient d'ailleurs de l'Union européenne pour satisfaire la demande. Si on pouvait encore encourager plus le bio, comme l'Autriche, qui est probablement le pays où il y a le plus de proportion de terre en bio. Voilà un exemple. Et donc, on devrait pouvoir s'en inspirer, aider plus à ce qu'il y ait une transition, l'aider aussi financièrement, mais aussi par des formations, pour une transition vers le bio. Jamais pour toute l'agriculture. Hein. Il faut que les modes coexistent et cohabitent. Mais c'est quand même dommage qu'on doive importer, je dirais, du bio de l'extérieur, parce que, bien qu'en croissance, les terres en bio, il y a des reconversions de plus en plus nombreuses, mais ça ne satisfait pas la demande qui, elle aussi, est croissante. Et donc voilà un des dossiers auxquels on pourrait s'atteler pour améliorer la situation. Alors justement, vous parlez du bio, alors ça m'amène à parler des pesticides, parce que comme je l'ai dit dans le préambule, vous faites partie de la commission du Parlement sur justement ces produits. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe elle a commencé à prendre ce problème à bras-le-corps ? On a vu le débat autour du glyphosate, du Roundup. On en est où d'après vous ? En fait, le problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas monocéphale, elle est tricéphale. Il y a 3 têtes à l'Europe. Il y a la Commission, qui a le pouvoir d'initiative, il y a le Conseil, c'est les gouvernements, et il y a le Parlement européen. Le Parlement est la seule entité qui, par rapport au glyphosate, a dit on doit en sortir. Mais il faut une période transitoire. Je suis préféré 3 ans, mais ce fut 5 ans, pour dire il ne faut pas que les fermiers, si vous leur coupez le glyphosate maintenant, ceux qui sont habitués à l'utiliser, eh bien, il faut qu'ils aient une période longue de transition pour voir comment ils vont trouver l'alternative. Bon, mais les pays membres n'ont pas décidé ça. Ils ont décidé de continuer le glyphosate. L'Allemagne a fait un volte-face au dernier moment. Elle s'abstenait jusque-là, et puis finalement, elle a voté pour le renouvellement pour 5 ans du glyphosate. Donc les gouvernements ont décidé. C'est pas l'Europe, c'est l'Europe, mais c'est les gouvernements européens qui ont décidé, en tout cas une majorité d'entre eux, qui ont décidé de le renouveler. La Commission, elle était entre 2 feux. Je n'ai pas apprécié la position de la Commission parce qu'elle disait qu'elle se basait sur la science. Le commissaire Andriukaitis dit « je me base sur la science », ce qui est parfait. Ce serait parfait. Si on était dans un monde parfait où la vraie science a droit de citer, le problème, c'est qu'il y a tellement peu de moyens publics dévolus à la recherche que les agences européennes chargées de la sécurité alimentaire et des produits chimiques, donc l'EFSA et l'ECHA, se basent sur des études scientifiques dont on ne sait d'où elles viennent. Elles ne les publient pas, elles ne le disent pas. Parfois, on a vu d'où elles venaient. Oui. Moi, j'ai harponné le professeur Kirkland parce qu'il est rétribué par Monsanto en 2012. C'est à ça que je faisais référence. Il a continué à être rémunéré et il trouve ça normal parce qu'il s'estime être un brillant scientifique. Et je ne mets pas en cause ça. Il s'est autoproclamé, donc j'ai plutôt tendance à le croire. Le problème, c'est que s'il est payé par Monsanto et qu'il continue de l'être, c'est que les résultats qu'il remet chaque année, année après année, sont de nature à satisfaire Monsanto. Sinon, il serait viré et il y aurait un autre scientifique qui prendrait sa place. Et il ne serait plus rémunéré. Donc j'ai une suspicion légitime que les résultats qu'il produit ne sont pas 100% fiables et dignes du brillant scientifique qu'il est. Point. Et donc, je dis, moi, la commission pesticides, j'en fais partie. J'étais un de ceux qui, avec Éric Andrieux, mon collègue d'Occitanie du groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, à la commission agriculture, l'avons demandé ardemment. Et il va la présider, lui, mon ami Éric. Mais moi, je pense que c'est fondamental d'essayer de se pencher pour savoir, s'assurer que quand les agences européennes remettent un avis, il est digne de confiance. Il se base sur des études qu'ils les publient d'abord, qu'il y ait plus de transparence et qu'il y ait une espèce de fait de rassurer le citoyen. Aujourd'hui, on n'est pas rassuré du tout. Et donc, il y a une suspicion légitime. Et moi, je crois que ce sera un des points importants sur lesquels il vous faudra se focaliser dans cette commission, sachant que, essayons d'utiliser le moins de pesticides possible, mais à certains endroits, on sait que le boulot agricole, c'est pénible. Moi, quand j'étais enfant, combien de fois on n'est pas allé arracher des chiens dents, des chardons, des orties.
Bon, c'est peut-être plus facile si on pulvérise, ça c'est vrai. Bon, il faut pulvériser le moins possible, mais à certains moments, ils ont été utiles encore aujourd'hui. Hein, les néonicotinoïdes qu'on critique beaucoup à juste titre pour les abeilles, bon, mais dans les betteraves, ils sont quand même plutôt utiles, et les abeilles ne butinent pas dans les betteraves parce qu'il n'y a pas de fleurs. Donc, c'est pas simple. On ne peut pas jeter tout, je dirais, comme ça d'un revers de main. Essayons d'aller vers une agriculture plus raisonnée, moins énergivore, moins utilisatrice de pesticides, de fongicides, de tel type de produits. Mais surtout, quand ils sont autorisés ou qu'ils sont appelés à être utilisés, eh bien, c'est que ce soit en toute connaissance de cause, en tout cas en toute innocuité, et on doit s'assurer que les agences remettent des avis fiables. Et s'assurer, vous avez l'impression que ça a évolué un petit peu depuis ces scandales auxquels vous avez fait référence? En tout cas, il y a eu une prise de conscience qui est quand même plus forte que jamais. Le Parlement a quand même eu une position claire sur la sortie du glyphosate. Bon, malheureusement, on n'a pas été suivi par, par le Conseil, par les gouvernements. Mais il y a une prise de conscience qui est plus forte qu'il y a quelques années, ça c'est sûr. Alors une dernière question, si vous le voulez bien. Vous avez évoqué cette question d'une éventuelle renationalisation de la PAC. C'est sous-entendu par certains qui disent que ça pourrait apporter plus de flexibilité, finalement, peut-être plus de facilité également. Vous trouvez ça dangereux, hein? Mais oui, parce que, je le répète, politique, et je termine par le mot que j'ai employé au début, politique agricole et alimentaire commune. S'assurer qu'on aura toujours une production alimentaire proche de chez soi, ou de la base de l'alimentation, et pas confier ça aux marchés mondiaux, s'il vous plaît. Bon, c'est normal qu'on importe des bananes et si possible des régions ultra-périphériques, d'ailleurs, européennes, ou des agrumes, il y en a beaucoup en Espagne, mais clairement, donc le circuit court, j'y crois beaucoup, mais pas que le circuit court, s'il vous plaît, sinon on ne mangerait que des pommes et des poires dans ma région. Et ça, les enfants se lasseraient. En hiver, il faut manger de la vitamine C, et il faut manger des kiwis, et des mandarines, et des oranges, et des citrons. Et ça, on ne les produit pas. Et je préfère les citrons qui viennent de loin que ceux qui sont dans les serres aux Pays-Bas ou en Belgique. Même chose pour les tomates. Et donc, je pense très clairement que cette politique européenne ne doit pas être détruite. Il doit y avoir une stratégie européenne pour rester souverain alimentaire. Et malheureusement, aujourd'hui, la voie que l'on prend pourrait nous faire dépendre de différents marchés pour une série de productions, puisque on ne respecte pas correctement les producteurs de cette nourriture, qui sont près de chez nous, les agricultrices et les agriculteurs. Et je termine par Edgar Pisani, qui, dans Le Vieil homme et la terre, a dit un jour que les sociétés modernes post-industrielles avaient de moins en moins de considération pour les métiers dont elles avaient le plus besoin. Agriculteurs, enseignants, médecins. Et je pense que c'est grave. Ça veut dire que la société est loin et qu'on commence à marcher sur la tête et qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions et essayer de changer les choses qui peuvent paraître des utopies aujourd'hui, mais qui, je pense, seront les réalités de demain pour un monde meilleur. Eh bien, merci. C'est là-dessus qu'on conclura, Monsieur Tarabella. Merci encore d'avoir pris le temps de revenir avec nous sur cet agenda donc de la PAC et des réformes envisagées pour la faire évoluer. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de radio, eradionante.eu. Merci encore, Monsieur Tarabella. Merci aux auditeurs de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes.